Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on fait une analyse technique, fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum et Total 3. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Tous les bénéfices, ça veut dire les affiliations. Quand vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous aurez une vidéo supplémentaire tous les jours qui vous permettra d'avoir des analyses altcoin, des tricks sur le trading, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là sont versées à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Utilisez bien aussi les affiliations BitGet, Bybit, etc. Pour tout simplement être affilié sur la chaîne. Même chose, c'est reversé également à Mécénat Chirurgie Cardiaque. L'année dernière, on a réussi à reverser 12 000 euros. 12 000 euros correspondant, j'ai rajouté un petit peu de ma poche, 12 000 euros correspondant à l'opération d'un enfant dans sa globalité. Ce qui nous a permis tout simplement de réparer le cœur, entre guillemets, de Khalifa, qui nous venait du Sénégal, etc. Donc en partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. C'est très important qu'on continue à faire au moins les mêmes stats que celle qu'on a fait l'an dernier, donc n'hésitez pas à vous affilier, etc. Je voudrais pas qu'on descende en stats, et donc du coup c'est vraiment important, voilà, penchez-vous là-dessus, regardez les liens en description de la vidéo, tout ce qui vous est proposé, n'hésitez pas. Allez, Bitcoin face au dollar en daily. Alors, d'une certaine manière, on est allé dans le sens un petit peu de l'analyse d'hier, c'est-à-dire une prise de liquidité au-dessus de la TH et au-dessus surtout de ce niveau-là. C'est-à-dire que la cassure, on avait vu ici ce triangle rectangle a eu lieu. On n'a pas tout à fait touché la target du triangle rectangle, mais en ce qui me concerne, j'aurais tendance à dire que ce n'est que partie remise, puisque, en tout cas de ce qu'on en voit sur la structure, pour le moment, on reste sur une 4 heures qui est haussière, on ne perd pas ce point-là, vous le voyez ici, et quand je vous dis une 4 heures qui est haussière, on va ici peut-être un tout petit peu, voilà, se mettre comme ça. Une 4 heures qui est haussière, ça veut dire tout simplement comme ceci. Attention, c'est une montée un peu larvée, donc du coup, attention à ce qu'on ne perd pas toute la figure pour passer en dessous tout simplement. Si c'était le cas, on va dire que passer déjà sous ce range serait en soi une target honorable, mais quand on regarde la figure un petit peu plus, on va dire un peu plus large, on avait ici cette très jolie épaule, tête-épaule inversée, qui pour le coup nous a fait un retest ici. Donc on peut peut-être se dire que désormais, bon là on est en week-end, donc ça devrait latéraliser un petit peu, mais désormais on est peut-être parti pour toucher cette target-là. Personnellement, je suis long depuis à peu près cette zone-là. La question que je me pose ici, c'est si jamais on retourne ici, est-ce que je défends ma position, est-ce que je la double, tout simplement, ou alors est-ce que je mets le stop loss à break-even. Pour le moment, j'ai pas encore pris la décision, j'attends un peu de voir des développements. Je laisse la position ici respirer. D'une certaine manière, et on l'a vu hier, nouvelle ATH, et on est dans une dynamique où finalement, ça on l'a vu il y a quelques jours sur Glassnode, ça c'est les coins qui sont vieux depuis plus de 1 an, commencent à revenir sur les exchanges, c'est-à-dire que on amorce une phase de distribution, ce qui est plutôt normal à l'ATH et ce qui est plutôt des choses entre guillemets qui ont toujours eu lieu d'une certaine manière, à part sur celui-ci où vous le voyez, on a plutôt, donc le dernier ATH ici en 2021, où on a plutôt des holders à 1 an et plus qui ont gardé leur coin. Excusez-moi. Ici, on a eu ce phénomène de distribution et ça a commencé effectivement à l'ATH. Donc ça, c'est relativement normal. Des coins plus âgés qui vont venir à changer de main, tout simplement. Des holders qui prennent profit. Même chose ici, vous le voyez quand on touche l'ancienne ATH. À peu près par ici, on a ce retour des coins de plus de 1 an qui finalement sont, on va dire, retournent sur les exchanges, puisque là on regarde la supply qui est détenue depuis plus de 1 an, donc c'est même pas juste qu'ils retournent sur les exchanges, c'est qu'ils sont littéralement vendus. Et puis, on a des cycles comme cela qui sont tout à fait normaux. Donc, ce retest, on va dire, ATH, là, en ce moment, entame une phase de distribution des long-term holders, ce qui peut durer pendant un moment et ce qui est relativement normal. C'est une cyclicité qui est tout à fait normale sur Bitcoin. Derrière, on peut éventuellement se dire que, excusez-moi, là, je suis en 5 minutes, j'ai attaqué un petit peu serré sur la chart, on va se mettre en 4 heures. On peut éventuellement se dire que Bitcoin pourrait rentrer dans une consolidation plus importante. Personnellement, ça n'est pas mon scénario privilégié. Mon scénario privilégié serait plutôt de ramper ici jusqu'à 80 000 $, c'est-à-dire tout simplement faire une structure un petit peu larvée comme ceci jusqu'au 80K, mais c'est tout à fait possible que ça ne soit pas ce qui arrive et que du coup, on ait plutôt un retour au 53.
C'est une zone de rejet, la TH, je vous ai expliqué pourquoi, hein, en termes de psychologie, et c'est normal. En trading, on a souvent pour habitude de dire que les triple tops ne marchent pas. C'est-à-dire comme ceci, ici vous le voyez, 2 tops à peu près dans la même zone, on serait ici sur un 3e top dans la zone, donc en général ça passe. Maintenant, en général également, il y a quand même un premier rejet. Le problème ici, c'est qu'on regarde une time frame tellement grosse que il est possible, hein, je dis c'est pas inévitable, ça serait pas incroyable, on va dire, que le prix nous donne tout simplement une épaule tête épaule inversée ou une tas séance si on prend que cette partie de la figure, etc. Quelque chose qui tout simplement entame une correction plus importante, peut-être un retour au 38. Et puis ensuite repart vers le haut. Encore une fois, ça n'est pas mon scénario privilégié. Pour moi, j'évoque plutôt la zone de rejet un petit peu plus haut, c'est-à-dire autour des 80K pour ensuite effectivement nous donner le fait que le prix, tout simplement, parce que c'est peut-être un peu trop évident, et puis tout simplement parce que quand je regarde les afflux ETF, toutes ces choses-là, etc., j'ai pas le sentiment que la vente des long-term holders ne soit, entre guillemets, pas couverte par les ETF Bitcoin. Maintenant, on a quand même cette figure qui est très bearish, qui existe, qui peut repousser. On parle ici de cet élargissement ascendant. Pour moi, l'idée, c'est qu'il repousse éventuellement un petit peu plus haut, d'accord? Qu'on larve ici une montée tout le long de ceci. C'est quelque chose qu'on a, je crois, déjà fait par le passé, notamment il n'y a pas extrêmement longtemps. Oui, là, c'est pas non plus incroyable, mais on a eu quelque chose comme ça. On fait beaucoup d'élargissements sur BTC. Oui, c'était peut-être celui-là que je voulais vous montrer, oui, c'est ça. Ou pour le coup, on a larvé pendant un moment, il y a eu une belle correction ici, et d'une certaine manière, voilà, ce qui me fait dire ça, c'est potentiellement, encore une fois, le momentum qui est plutôt pas mauvais, et le fait qu'on peut diverger pendant un moment. Actuellement, on diverge un petit peu sur du 4 heures daily, etc. Et aussi, également, on a eu cette très belle correction sous 60K, que j'avais plus ou moins prévu, enfin en tout cas nous on l'attendait cette correction là quand sur le premier essai ATH, et là vous voyez qu'on revient continuer à larver dessous, donc je verrai bien ici du monde qui essaye de shorter pendant un bon moment, des retail, pas forcément ici encore une fois des institutions ou des gens qui ont l'argent pour défendre, etc. Mais peut-être, encore une fois, prendre plutôt de la liquidation vers le haut. C'est ce qu'on va voir sur la structure par la suite. Néanmoins, on a quand même beaucoup d'open interest en ce moment. Ça, c'est une donnée intrinsèque. On a aussi, vous le voyez, et pour moi, c'était un critère de choix, entre guillemets, perdu cette accumulation-là, et on la repère à nouveau là pendant ce week-end. On l'a perdu, vous le voyez qu'en une heure, c'est une mèche, donc on pourrait même la libeller en une heure, cette accumulation-là. C'est-à-dire que si on la repère à nouveau sur une time frame de plus d'une heure, à ce moment-là, ça deviendrait relativement bear, donc ça va devenir désormais un signal. Ici, donc on se donne le droit de faire des petits passages en dessous, retester par exemple ici le support vertical, le support horizontal, pardon, qu'on a tracé dorénavant, puisque ça c'était auparavant une résistance, on a réussi à la passer. Hier c'était une journée de news, on va faire le point derrière là-dessus, sur l'emploi américain, et puis ensuite ici on la traverse, mais vous voyez qu'on ne fait qu'une mèche finalement en dessous, et en time frame 1 heure, cette trend là est préservée. Pour le moment, attention, parce qu'on est encore en train de l'enfoncer, donc du coup on va bien vérifier que ça tienne à ce niveau-là. Si on réintègre le range, ça veut dire retour, ça veut dire nouveau retest peut-être un petit peu plus bas, déviation sous le range, etc. Tout ceci n'était qu'un fake out, c'est-à-dire que on a fait fake out au-dessus, on a fait réintégration, on retape plus ou moins le bas du range. Derrière, on refait un fake out par-dessus et on en sort potentiellement par le bas et pourquoi pas même un petit peu plus bas, pas de souci là-dessus. On a aussi dit que 63 était un niveau cohérent. Maintenant, pour le moment, moi, j'y crois pas trop, en tout cas au vu des liquidations. On va voir ici comment ça se met en place. Pour le moment, on est à peine, vous le voyez, en train de retester la trend et on va suivre ça de près, bien évidemment. C'est pour ça qu'on fait des vidéos tous les jours, tout simplement. Ethereum contre Bitcoin. Qu'est-ce qu'on avait dit là-dedans? On avait dit que pour nous, c'était peut-être potentiellement un nouveau rejet par la trend qui était là, qui ensuite allait nous donner une rotation partielle. Donc je verrais bien Ethereum ici nous donner une rotation partielle en milieu de triangle. Ethereum est dans un gros triangle, une compression ici. En milieu de triangle et ensuite lui-même également en sortir par le haut. Maintenant, ça n'est qu'une supposition, entre guillemets, un scénario qu'on se donne pour pouvoir le jouer. Mais Ethereum, et ça c'est la bonne nouvelle, a touché les $3 980 qui était ma target sur... il est même allé à un peu plus, 3000... Ah, sur BitGet, non, je croyais 99 il me semblait. En tout cas, pour moi, oui c'est ça, 89.
Cette target est touchée, donc j'en suis très content. C'était un runner, encore une fois, un reliquat de position. Et ce qu'on peut voir également, c'est que du côté momentum, on va dire, c'est très bien tenu du côté d'Ethereum pour le moment, avec également ce petit flush en dessous, mais qui a réintégré instantanément. Je sais pas pourquoi j'avais... Oui, c'est ça, oui. Donc en gros, ici, le fait qu'ils viennent retoucher 3002, ben, on l'avait dit, c'était possible. Et derrière, ici, pour le moment, il semble reprendre un peu son accélération. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose également. Est-ce qu'on parle de l'Ethereum dominance ou pas? On va parler Bitcoin dominance d'abord. Bitcoin dominance ici, on a le temps, c'est le week-end, donc on se met bien. Alors, Bitcoin dominance, l'idée, on va se mettre en weekly même. L'idée, c'est que vous avez cette grosse distribution ici, hein, depuis la naissance des altcoins, 2017. Bitcoin perd de la dominance, il descend à 35%, et ça, c'était au top, on va dire, de l'altcoin season de 2018. Ensuite, il se reprend pendant le bear market, il remonte à 73% de dominance. Petite perte de dominance ici, vous le voyez avec cette figure d'épaule, tête-épaule, comme ceci. Derrière, il nous touche la target très bien, avec un retour aux 39% de dominance. Et ce qu'on peut voir pour le moment, en tout cas sur la Bitcoin dominance, c'est une absence de structure, on va dire, puisqu'on compresse là également, hein, vous le voyez ici dans cette figure-là. Donc si jamais, on va dire, la Bitcoin dominance corrige ici ou à partir de 60%, c'est pas tellement la question. Hier, par exemple, hier, pour m'amuser, je mettais ça en régular, donc en arithmétique. Vous voyez, quand en arithmétique, on est tout pile sur le niveau qui pourrait rejeter. Personnellement, je travaille toujours en logarithmique, mais voilà, sur du pourcentage, ici on parle de dominance, faire un pourcentage d'un pourcentage, ce qui est à peu près le principe du logarithmique, à voir, quoi, entre guillemets. Voilà, moi, je travaille toujours en logarithmique pour pas me prendre la tête, mais globalement qu'on aille ici ou qu'on rejette à partir de là, c'est pas la question. L'idée serait peut-être de revenir sur la trend, hein, ici pour nous donner une fin de triangle 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite Bitcoin reprendrait de la dominance. Revenir aux 41% de dominance pour Bitcoin laisserait bien évidemment de la place à Ethereum pour pousser, peut-être sur fond de narration ETF spot Ethereum potentiel. On va en parler aussi dans les news. Ce qui pourrait nous emmener finalement l'Ethereum dominance. Donc là, vous avez toute la charte de l'Ethereum dominance. Vous voyez que globalement, pour le coup, elle est dans une tendance baissière tant qu'on n'a pas tapé ce niveau-là, c'est-à-dire 25%. Grosse résistance autour des 20%, d'accord, mais possible ta séance ici, comme ceci, alors qui pourrait éventuellement nous emmener sur alors, on a des niveaux complètement délirants, on a des niveaux beaucoup plus cohérents. Niveau complètement délirant, c'est que finalement, Ether aille jusqu'aux 60% de dominance, peu probable quand même. 46% de dominance pour une target un petit peu moins, je pense que c'est la ta séance. 70% de la ta séance, qui est beaucoup plus touchée. Ici, on prend juste l'épaule tête-épaule qui est ici, épaule tête-épaule inversée. Si jamais on casse les 20%, encore une fois, on n'a rien cassé pour le moment. Pour le moment, on est en dessous et on est toujours dans une tendance de fond baissière. Et puis ici, 23% de dominance, si jamais on est juste sur cette idée que, je sais plus quelle figure c'est exactement, c'est peut-être le triangle ici qu'on a ici, je sais plus exactement. Dans tous les cas, si on casse les 20% de dominance, c'est extrêmement bull pour Ethereum, et je dirais que 30% pour Ethereum de dominance, venir égaler le point qui est là, ou venir à minima toucher la résistance qui est ici. Vous voyez que ça, c'est une zone de rejet également. Pourquoi pas? C'est-à-dire le moment où finalement, on a commencé à calculer l'Ethereum dominance, et bien, on pourrait être dans ces zones-là. Laisser de la place pour Bitcoin de descendre à 40%, vous comprenez que ça laisse pas beaucoup de place pour les alts. Si Bitcoin descendait à 40% et que Ether montait à 30% de dominance, on a toujours la trentaine de pourcents actuelle, puisque actuellement, Bitcoin est à 53 et Ether est à 18, donc on serait sur une alt season qui serait pas non plus incroyable, mais si le gâteau grossit dans son ensemble, on peut avoir une alt season. Et on peut avoir un moment intermédiaire un petit peu où les alts poussent très fort, prennent une dominance énorme, à savoir... Si on enlève les stablecoins, là pour le moment, toutes les alts pèsent 21% de la dominance dans la crypto. Oui, c'est ça, 53 plus 18 plus 6.
Ouais, c'est ça, 23, 21, 23, 21, 23%. Donc, pourquoi pas avoir une période intermédiaire où les alts viennent choper un joli 30%, ce qui en termes de market cap, vous l'aurez compris, étant donné qu'ils sont tout petits par rapport à Bitcoin, Ethereum, en termes de market cap, leur laisse une marge assez conséquente, notamment pour certains qui vont nous donner des x10, x100, etc. Et peut-être que derrière, eh bien, le prochain cycle, Ethereum viendra, en termes de dominance, jouer, je dirais à minima, avec les niveaux de Bitcoin. Ça avait déjà été le cas. On a quasiment eu un flipping en 2017-2018. Hein. C'est le moment où Bitcoin était à une... en fait, si vous regardez ici, je vous montre 10 juillet 2017, Ether est autour des 31%. Et là, il est à 26 en 2018, 22 janvier 2018, 23. Et concrètement, si vous regardez la Bitcoin dominance à côté, on va même faire mieux que ça. J'aurais dû mettre même échelle en fait. On va faire ça. Comme ça, puisque c'est du pourcentage, donc... hop, pardon. Donc en l'occurrence, on voit ici qu'on avait la quasi même dominance. Alors quand on était là... Bitcoin reprend de la dominance. Voilà, c'était globalement un courant 2017. Également ici, vous voyez que Bitcoin était à 30% de dominance. Ether était, lui, autour des... il m'a fait une connerie là. C'est pas grave, on va faire comme ça. Hop, hop. Désolé. Et on va locker une fois que c'est à peu près au même niveau. Voilà. Bon, vous voyez qu'il y a bien sûr une relation inversée, c'est normal, entre l'Ethereum dominance et la Bitcoin dominance, mais on avait eu un quasi flipping en 2018. Ici, Bitcoin dominance au top, Ether dominance au plus bas, 36... 7,46 pour la Bitcoin 7,46 pour l'Ether dominance et 30% pour la Bitcoin dominance. Ici, c'est littéralement l'inverse. 2018, on a 36,59 et oui, alors pardon, on a sur Ether 25% de dominance et on a sur Bitcoin 36% de dominance. On était là pas loin de faire un flipping en market cap. Pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est ici une Ether dominance qui dump, mais pas trop en fait. Finalement, on reste dans les 18-20% et on peut voir une Bitcoin dominance qui accélère. Et qui prend du coup une bonne part du gâteau, tout simplement, sur fond de TF Spot, bien évidemment. Si l'Ether dominance se reprend, qu'elle arrive à casser un peu la distribution qui est celle-ci, je vais vous enlever Bitcoin. Hop, autant pour moi, ça sera peut-être plus cohérent. Si là, on arrive à confirmer le breakout qui est là, à minima, je dirais que revenir aux 20-22% de dominance, c'est logique. Vous voyez également que on a un peu une figure sous les yeux. Si ça tient, encore une fois, si on n'enfonce pas ça, on a un peu une figure sur les yeux sous forme de cet élargissement également. Donc si aujourd'hui, on se disait que Ether revenait en haut de la figure, et attention aux élargissements ascendants comme ceci, parce qu'ils proposent très souvent des rotations partielles, c'est-à-dire ils ne font pas leur 5 jusqu'en haut, c'est ça que je veux dire. Et là, on peut imaginer que on a quelque chose comme 1, 2, 3, 4... Ici, un retest de 4, hein, même tout ça en entier, c'est la 4. Et là, une 5 qui se prépare. Ether qui revient prendre un peu de... quelque part autour des 26%. Vous le voyez, je vous ai tracé ici la ligne médiane, hein, d'une certaine manière. Une rotation partielle sur la ligne médiane, pourquoi pas. Donc 26% de dominance, quelque part finalement entre ces deux targets-là, je trouve, est quelque chose de relativement possible. On reste sur du réalisme hein, ici. Donc voilà un peu l'idée sur l'Ether dominance. Désolé, du coup on a fait du temps là-dessus. Donc je vous ai dit que ça serait une vidéo courte. Enfin je vous l'ai pas dit mais je le pensais et du coup ça va peut-être pas être le cas. Mais voilà un peu l'idée, c'est une histoire de rotation, hein. C'est tout ce qu'on regarde dans la crypto en fait, c'est où est-ce qu'il vaut mieux être, quelles sont éventuellement les rotations, et également, alors là attention, du coup je vais tempérer mes propos énormément, pourquoi on n'aurait pas une 1, 2, 3, 4, 5, ici, retest, rotation partielle ici, et là on est en train de perdre ça, c'est-à-dire un Ether qui finalement va continuer à saigner contre Bitcoin. Élargissement ascendant en général, vous visez le début de la figure, c'est-à-dire un retour aux 6%,
Tout comme vous pouvez viser la vague 2, c'est-à-dire autour des 10-11%. Encore une fois, c'est toujours une histoire d'appréciation. Comment est-ce que je regarde les choses, comment est-ce que je les vois, etc. Pour moi, c'est relativement simple. C'est que si on casse là cette distribution, la casser vraiment, hein, j'entends ici tenir quelque chose au-dessus, c'est du weekly là, donc je considère que ça doit se faire il doit y avoir une semaine au-dessus de ce point-là, et vous voyez d'ailleurs que ici on a eu cette fausse cassure, mais englobante derrière, réintégration, englobante ça veut dire je remets en cause toute la hausse précédente. Est-ce qu'on là, cette semaine, on va faire une nouvelle englobante pour repartir en haut? C'est un petit peu la question. En tout cas, une englobante, c'est jamais un très bon signal. Elle n'est pas tout à fait englobante, tout le corps n'est pas pris. Mais voilà, c'est des choses qu'on regarde et qu'on suit particulièrement. Personnellement, je vise plutôt le scénario haussier pour Ethereum, mais vous comprenez qu'il y a un choix à faire. Il y a toujours un choix à faire en fait. Et on fait toujours aussi des fois des erreurs. C'est pas du tout le problème. Le problème, c'est de rester cohérent et puis de sortir à la fin plus riche que ce qu'on est rentré. C'est pas vraiment une histoire ici d'avoir tout le temps raison. Il faut arrêter de fantasmer cette idée du trader qui a tout le temps raison. Le trader fait parfois des erreurs, mais il comprend quand il en a fait. Et puis il s'améliore au fur et à mesure, mais également aussi on va dire, il va venir réparer une partie de ses erreurs, c'est-à-dire sortir une moitié de sa position, etc. Toutes ces choses-là, en fonction de critères d'aide à la décision graphique, je dirais ça comme ça, critères d'aide à la décision graphique qui sont choisis par lui, et donc du coup c'est un petit peu robotique. Donc la grande question ici, c'est est-ce qu'on a perdu ça déjà, ou est-ce qu'on est en train de le tenir? Et comprenez que c'est une trend qui date depuis 2020, donc on a le droit de dévier dessous, c'est un peu ça le souci, hein. Ou alors est-ce qu'on est en train de ramper dessous ici et que Ether va nous donner plutôt un flush vers le bas à un moment donné? Là ici, comment on pourrait le traduire? Un refus des ETF spot, et encore une fois on va en parler peut-être dans les news, puisqu'il y a à la fois de la bonne nouvelle et pas nécessairement de la très bonne nouvelle de ce côté-là. On va justement sur les news, j'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo, c'est très important pour pousser la chaîne. Je pense que la chaîne mérite plus que... On doit être 6600 là actuellement. La chaîne mérite plus que ça, en tout cas pour ceux qui s'accrochent sur des vidéos assez longues. Ici, on le voit, la SEC qui a décalé leur décision sur des options. Ça, c'était quelque chose qu'on avait mis en avant aussi. On va passer dessus pour le moment. Voilà. Ici, c'est un graphe que je trouve intéressant, qui en fait compare le prix du Bitcoin à celui de l'énergie, la valeur de l'énergie, on va dire, puisque c'est une des composantes assez fortes avec le prix des ASICs, hein, bien évidemment, du prix du minage. On va dire la valeur intrinsèque de Bitcoin. Et là où ce graphe est intéressant, c'est qu'on va dire à chaque fois que Bitcoin casse le prix de l'énergie, finalement, il part en parabole. Et donc, du coup, vous le voyez... Alors, ça n'a pas trop eu lieu ici. Hein, on pourrait tout à fait être sur s'il y avait un signe noir, on pourrait tout à fait être sur un scénario de type 2019. C'est-à-dire une flat, hein, c'est quelque chose dont je parle pas mal. Mais ici, vous voyez, on passe le prix de l'énergie, ça accélère. Là, on passe le prix de l'énergie, ça accélère en bas. Et ici, on est en train, potentiellement, là, de passer le prix de l'énergie. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'on le passe, globalement, vers le haut, ici, bull run, ici, pas tellement, ici, c'est pas ce qu'on a eu, bon, il y a eu le crash Covid entre-temps, ici, bull run, et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu la question. Pour ceux qui sont mariés avec des femmes slaves, très important, j'espère que vous avez acheté des fleurs hier, puisque c'est une journée très importante, la journée de la femme en Russie. Ici, là où je mettais on nous ment, c'est que d'une certaine manière, les rapports sur l'emploi ont été révisés. On avait 353 000 jobs au dernier NFP, pas celui qui a eu lieu hier, mais celui qui a eu lieu il y a un mois, et il a été révisé pour enlever finalement 130 000 jobs. Donc il y a des révisions comme ça qui se passent. La question c'est est-ce qu'on doit croire celle qui a eu lieu hier? C'était plutôt pour ça que je posais la question. Celle qui a eu lieu hier, il faut la lire de plusieurs manières. D'abord, on a eu un rapport NFP qui est à 3,9 au lieu de 3,7 prévu en termes de taux de chômage. Ça veut dire que le taux de chômage augmente aux États-Unis. D'accord, on a plus de gens qui n'ont pas d'emploi. Mais on a 275 000 emplois à la création au lieu de 200 000 au consensus. Donc il y a quelque chose qui n'est pas logique. Là, vous comprenez, j'ai plus d'emplois qui sont créés, mais j'ai plus de chômage en même temps. Ça n'est pas extrêmement logique. Je viendrai dessus après. Derrière, on a une diminution
du month over month, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Sur les average hourly earnings, qu'est-ce que c'est les salaires horaires tout simplement. Donc ça c'est bien, ça veut dire que les salaires ne suivent pas l'inflation, ils ont arrêté de suivre l'inflation, donc ça va beaucoup dans le sens de Powell pour une réduction des taux plus rapide, un taux de chômage qui augmente. Powell avait parlé de 4,3, il avait dit nous on est prêt à monter à 4,3 en chômage. Je rappelle que le mandat de la Fed c'est quoi? C'est stabilité des prix et plein emploi. Ces deux choses-là doivent être faites en même temps. Et là, actuellement, on est quasi au plein emploi, 3,7. Enfin, hier, on nous a annoncé 3,9. Et Powell avait dit, on est prêt à aller jusqu'à 4,3 de chômage. Enfin, ça, c'était il y a un peu longtemps. Hein. C'était en décembre 2023. Mais d'une certaine manière, voilà, on va plutôt dans le sens d'un pivot. Par contre, ça va pas du tout dans le sens d'un soft landing, ce qui était en partie ce qui était en train de pricer le marché, ou en tout cas certains acteurs du marché. Soft landing étant, on fait atterrir l'économie, on rebaisse les taux, mais tout ça sans avoir réellement, de récession derrière. Puisqu'en général, quand on augmente les taux, on se tape une récession derrière. On l'avait pas mal vu sur la chaîne également avec l'inversion de la courbe des taux entre les 2 ans et les 10 ans. Ici, j'ai lu le rapport, et en fait, on a pas mal de créations dans le secteur gouvernemental, et le secteur des hôpitaux, qui est un secteur fédéral également. Ce qui prouve que le NFP n'est pas caractéristique d'une reprise de l'économie. Et c'est effectivement ce qu'on voit, et c'est encore une fois, ici, quand je vous dis ça n'est pas très bon pour le soft landing, ça n'est pas très bon pour le soft landing. Ce qu'on a eu hier n'était pas très bon pour le soft landing. Derrière, que ça soit sur S&P, Bitcoin, le gold, etc., on a eu un peu une raquette de liquidation, c'est-à-dire qu'on est monté dans un sens. D'abord sur la news, on est monté, alors Bitcoin est resté impassible pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, et ensuite il a fait sa poussée. Et puis ensuite, finalement, le côté essuie-glace, hein, Sébastien, change vos essuie-glaces, et là on s'est pris un peu plus gros qu'une pièce de 2 euros dans les dents. Ça n'a pas été énorme non plus, on est passé de 70 000 pour un rejet à peu près 66. Je termine ici sur le rapport sur l'emploi, puisque j'ai autre chose à dire, ou pas du tout. Oui, voilà. Ici, explication de pourquoi le chômage monte, justement, alors que les nouveaux emplois montent aussi. Et en fait, c'est relativement limpide, c'est que les Américains commencent à cumuler 2 emplois. Donc, dans les 275 000 jobs qui ont été créés, il y a pas mal de part-time jobs. Et en fait, finalement, on a plus d'Américains qui n'ont pas d'emploi, et on a plus d'Américains qui cumulent 2 emplois, ce qui n'est pas vraiment caractéristique d'une reprise de l'économie. Donc, on oublie un petit peu le soft landing ici. On se dit, attention, il peut y avoir une récession, là où, finalement, la donnée d'hier, pour moi, elle est très importante dans ce sens-là. Et puis derrière, d'une certaine manière, on se dit que une des seules possibilités, c'est peut-être que l'économie est un petit peu mal pendant un certain temps, mais ce qui va obliger Powell à réduire les taux plus rapidement. Réduire les taux, ça veut dire avoir du crédit gratuit, de l'argent gratuit, etc. Donc reprise du secteur de l'immobilier, reprise ensuite de l'économie, puisque les financements des entreprises qui peuvent peut-être être en difficulté pour certaines en ce moment vont descendre. Et bien évidemment aussi tout ce qui est bon du trésor, etc. en ce moment est en train de monter. Donc tout le marché est un petit peu en train de se dire il y aura peut-être une petite récession, soft landing, attention, c'est ce que se dit le marché dernièrement, hein. Et puis également des Américains qui cumulent 2 emplois, et on l'a vu aussi sur leur carte de crédit. Les Américains utilisent beaucoup les crédits revolving, qui sont bien moins utilisés en France. C'est-à-dire, vous rentrez votre carte de crédit vous dit est-ce que vous voulez prendre un crédit à 10%, vous dites juste oui, vous cliquez sur yes et on vous accorde un crédit. Beaucoup plus de facilité à emprunter aux États-Unis, mais des taux beaucoup plus variables. Par exemple, il se peut que à un moment donné, vous achetiez une voiture en leasing et que les taux évoluent et que du coup, la voiture vous coûte trop cher, donc vous êtes soit obligé de la rendre, soit on vient vous la prendre chez vous. C'est la même chose pour votre maison. Voilà, en France ou dans le système latin, en tout cas, on aime bien verrouiller un investissement, enfin un crédit sur un taux. C'est beaucoup moins le cas dans le système anglo-saxon, et je pense que même, je disais le latin, mais en fait chez les Espagnols et les Portugais c'est extrêmement variable aussi, donc en fait je raconte des cracks dans le système français, on va dire. BlackRock qui envisage de réellement s'exposer au Bitcoin, et là oui, pour le coup, on en a parlé hier, il y avait le Global Allocation Fund sur lequel ils vont rentrer une Bitcoin exposure, donc une exposition au Bitcoin, mais là en l'occurrence avec ses fonds propres sur un fonds d'investissement qui est réellement ses fonds. Donc moi ça me fait hurler quand j'entends que tout le monde dit BlackRock achète du Bitcoin. C'est pas ce que fait BlackRock. BlackRock, au travers de fonds,
a fait investir d'autres gens, donc des assets under management, a fait investir d'autres gens dans le Bitcoin, mais BlackRock à ce stade ne possède pas de Bitcoin. Et ça y est, maintenant je vais pouvoir arrêter de rager parce qu'effectivement BlackRock visiblement est en train d'acheter avec ses fonds propres pour son entreprise, donc on va dire, c'est comme si je mettais une partie de ma trésorerie dans Bitcoin, ce qu'avait fait Tesla à un moment donné et ce qu'a fait MicroStrategy carrément d'une manière complètement effrénée. Et là, en l'occurrence, sur ce fonds de 54 milliards, BlackRock, quand on dit you put your money where your mouth is, c'est-à-dire tu mets ton argent là où est ta bouche, là, en l'occurrence, BlackRock est en train de le faire, et donc du coup, pourquoi pas. Hier, au moment des 70 000, un petit crash Coinbase aussi, donc ça c'est un petit peu suspicieux. À chaque fois que... Coinbase a eu 4 ans pour construire les infrastructures qui permettraient, en cas de rush, et ils savaient potentiellement qu'il y allait y en avoir un, en cas de rush, de tenir. Est-ce qu'ils ont un fusible ici? Est-ce que de temps en temps ils disent bon ok allez on va couper comme ça au moins ça repart? C'est toujours la même histoire, hein. La question désormais, Coinbase est en train de prendre une part très importante dans l'écosystème. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, et est-ce qu'il n'y aurait pas ici encore une fois un circuit breaker, un fusible? La SEC qui a rencontré Grayscale lors d'une réunion au sujet d'un potentiel Ethereum spot. Il n'y a pas eu que Grayscale, il y a eu aussi une réunion avec des cadres de Coinbase dans la foulée. Là où c'est bullish, c'est que ça se passe un peu comme sur Bitcoin, hein, ils se rencontrent, il y a un vrai dialogue. Là où c'est un peu bearish, c'est que d'habitude, quand ils se rencontrent, on a des commentaires derrière qui sont tout de suite publiés, etc. sur la réunion et toutes ces choses-là. Et là, il n'y a rien qui est sorti de cette réunion en termes de commentaires. Il y a des allers-retours qui se font. La SEC dit à Grayscale, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Alors peut-être que ça va sortir dans les jours prochains, mais en général, d'habitude, c'était sorti sur, en tout cas, les ETF Bitcoin. C'était sorti tout de suite, et là c'est pas ce qu'on a eu pour le moment. Je pense qu'on va passer assez vite sur Wall Street Journal, on va passer peut-être assez vite sur... Oui, aujourd'hui, pour les affiliés, on fera tous les L2 Ethereum, les charts superposés, et on intégrera 2 ou 3 L2 qui sont dans la modularité. Modularité, c'est-à-dire vous avez globalement des blockchains qui s'empilent. Voilà, ça sera, je l'avais préparé pour la vidéo affiliée. Si vous souhaitez voir les vidéos affiliées, cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo, ça vous coûtera 10 € par mois, et vous aurez une vidéo en plus tous les jours. Et également, allez vous renseigner sinon, parce que si vous affiliez sur des plateformes, etc., vous pouvez en bénéficier gratuitement, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Coinbase qui touche les 250 $ pour la première fois, l'action, hein, là on parle de l'action Coinbase depuis 2 ans. Un jour sans fin pour la crypto, alors que à nouveau le Bitcoin se fait rejeter par son ATH. Ça j'ai pas lu, mais on va passer. Ici, Hong Kong qui lance le projet Ensemble, monnaie numérique de banque centrale et des initiatives de token deposit. C'est pareil, j'ai lu rapidement cet article. Globalement, on va dire que c'est plutôt institutionnel et c'est plutôt ciblé sur Hong Kong. On n'est pas ciblé sur la Chine. Hong Kong avait été récupéré pendant les guerres de l'opium par qui? Par les Anglais, qui avaient battu la Chine pendant les guerres de l'opium. Les Anglais voulaient vendre de l'opium aux Chinois. Les Chinois ont dit arrêtez, toute ma population est droguée. Est-ce qu'on pourrait peut-être arrêter de nous vendre de l'opium? Ils ont interdit l'opium. Les Anglais ont dit non, pas du tout. Nous allons continuer à vous vendre de l'opium. On va faire exactement comme on veut. À partir de là, les Chinois ont dit on arrête. On va dire on casse les relations diplomatiques. Et aujourd'hui, derrière, ils ont envoyé des flottes anglaises et ils ont battu les Chinois. Les Chinois ont été humiliés pendant une centaine d'années, et c'est ce qui avait donné la concession de Hong Kong aux Anglais pendant 100 ans. Après, les Anglais avaient dit bon, parce qu'en fait, c'était pour permettre d'avoir des ports pour tout simplement importer l'opium. C'est ce qui a créé également la HSBC, Hong Kong Shanghai Business Company, qui était tout simplement la compagnie de l'opium au départ. La France a fait pareil, hein, vous inquiétez pas, on avait nous aussi des concessions, je crois que c'était en Inde, Pondichéry, etc., toutes ces choses-là où on vendait, c'était aussi de l'opium, c'était aussi, tout ce qui était, oui, exactement. Ensuite,
Pourquoi je parle de ça? Oui, parce que Hong Kong donc était pendant 99 ans, avait été concédé à l'Angleterre. L'Angleterre, au bout d'un moment, s'est rendu compte qu'ils en avaient plus réellement besoin. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné une forme de autonomie à Hong Kong. Et puis, au bout de 99 ans, je sais plus quand c'était, je pense que c'était 89, 90, je sais plus. Hong Kong est redevenu chinois. Les Chinois ont donné des garanties, ils ont laissé une relative autonomie à Hong Kong, toute relative qu'elle soit, mais en tout cas, ils en ont fait une sorte de hub technologique sur lequel ils ont désormais une domination. Ça fait partie du territoire chinois, mais on a gardé le dollar de Hong Kong, etc., toutes ces choses-là. Donc pour eux, c'est un petit peu un endroit où ils testent des trucs. Et là, en l'occurrence, on va dire que, parce que ça fait plusieurs jours que je parle en fait des BRICS qui intègrent finalement qui sont en train de travailler sur des projets blockchain. Donc je trouve que ce projet-là ici, ensemble, est relativement peut-être intéressant dans ce cadre-là. Bloomberg, Powell qui ne fait peur à personne, alors que les marchés... Alors attention, hein, hier on a eu une belle correction sur Nvidia, moins 10% je crois, et moins 10% de je sais pas combien de trillions, ça fait beaucoup de milliards qui sortent. Je sais pas s'ils se sont repris depuis, peut-être je vais mettre en pause, on ira voir peut-être en fin de vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas remarqué en tout cas que les tokens autour de l'intelligence artificielle, en tout cas ceux que je possède moi, n'ont pas dumpé sur ce dump de Nvidia, donc ça c'est intéressant. Je pense que c'était plutôt une news interne. Alors là, je vais être très large, hein, mais parce que en fait Nvidia a annoncé un splitting des actions, c'est-à-dire que quand ils étaient autour des 1000, ça veut dire que vous divisez les actions, c'est-à-dire vous rediminuez, au lieu d'avoir une action à $1000, vous allez avoir 5 actions à $200 par exemple. Tesla l'avait fait, etc. Quand l'action devient... Parce qu'en fait, contrairement au coin, vous ne pouvez pas acheter moins d'une action. Une action, c'est une action, d'accord? Vous ne pouvez pas acheter une fraction d'action. Ça arrivera peut-être avec la blockchain et le RWA, le Real World Asset. Il y aura peut-être un moment où vous pourrez acheter des fractions d'actions, c'est-à-dire plusieurs personnes qui achètent une action ensemble, hein, tout simplement. Mais pour le moment, ça n'est pas possible. Donc au bout d'un moment, quand vous atteignez un certain chiffre, par exemple aujourd'hui, si vous voulez 10 actions, enfin hier, puisqu'aujourd'hui non, mais hier, si vous vouliez 10 actions Nvidia, vous étiez obligé de prendre pour $10 000. Vous ne pouvez pas prendre 4 actions et demie, voilà. Donc c'est pour ça qu'on split les actions, c'est ce qu'avait fait Tesla également. En général, le chiffre des $1000 est, on va dire, quelque chose d'assez normal pour le faire. Je pense que c'est cette news-là qui est un petit peu plombée. Maintenant, on va voir ici ce qu'il en est après pour la suite pour Nvidia. Et la relation entre Biden et Netanyahou qui serait visiblement mise à mal. Ça n'est pas un bull market, c'est un marché de canards, sous-entendu un marché de moutons. Voici pourquoi. Bon, voilà, en gros, c'est plus ou moins, je pense, sur la bulle, intelligence artificielle, etc. Est-ce que cette bulle va continuer pendant très longtemps? C'est un peu les questions qu'on peut se poser. Encore une fois, une correction de 10% sur Nvidia, elle est plutôt logique. Maintenant, voilà, à vous de choisir votre camp un petit peu. Et là, on aura le CPI, ce sera pour mardi. On n'aura rien pour lundi la semaine prochaine. On aura le PPI également, donc le Producer Price Index. Et on aura ici pas grand-chose pour vendredi, en tout cas qui nous concerne. Très important le CPI. On a eu les consensus, ils sont autour de 3,1% en year-over-year cette fois-ci. Et un consensus autour d'une très légère augmentation donc très légère diminution du core CPI en year-over-year, très légère diminution du core CPI en month-over-month également. Le core CPI, c'est tout le CPI, donc tous les prix, hein, l'indice des prix à la consommation. On enlève la bouffe et l'énergie qui sont plutôt des biens importés sur lesquels la Fed ne peut pas agir. Et légère augmentation du headline CPI, donc celui qui inclut la bouffe et l'énergie, à 0,4 en month-over-month. Donc là, le marché nous price 3,1. Personnellement, quand on avait fait notre analyse de l'inflation, alors on n'est pas économiste, hein, etc., mais moi j'aime bien avoir ma propre analyse, j'étais légèrement en dessous, j'étais plutôt autour des 2,9-3%, donc pour moi on aura un bon CPI, ou en tout cas, dans mon analyse, on sera au consensus. Attention, parce que parfois j'ai tort, parfois j'ai raison. Par exemple, pour le chômage, j'avais pas vu venir le fait qu'on allait monter à 3,9 juste parce que les Américains, en ce moment, prennent 2 jobs à la fois. Donc, j'avais pas vu ça. J'étais plutôt, en fait, par rapport au rapport ADP et tous les rapports qu'on avait eu avant, en début de semaine, en fait, le chômage va plutôt être à 3,6 que le consensus qui nous donnait 3,7. Vous voyez qu'on est à 3,9. Quelle en est la raison? C'est tout simplement que les Américains cumulent des jobs. Donc, encore une fois, c'est pas une très bonne news pour l'économie. Voilà, les liquidations, ça va être encore une vidéo super longue, je sais pas comment j'ai fait, puisque pour le coup, on n'a pas
pas passer trop de temps non plus sur des news, mais c'est pas grave. 140 millions sur Bitcoin Ethereum, dont sur un total de 318 millions, on a liquidé plutôt du short. Plus du short que du long. Vous voyez qu'on liquide à peu près, c'est équivalent. Hein. En gros, si vous regardez le prix, il y a eu un joli essuie-glace. On va à gauche, on va à droite, enfin on va en bas, on va en haut. Et là, en l'occurrence, vous voyez que c'est à peu près équivalent. 150 millions sur les shorts, 171 millions sur les longues. Carnet d'ordre, attention, parce qu'il se remplit bien sur la zone des 70. Là, vous commencez à avoir des ordres. 549 bitcoins, ça va être difficile à passer. Au travers du mouvement qui a eu lieu ici, on a du monde qui commence à se dire, bah moi si on reteste, je vends. Par contre, on a un petit peu des ordres, il y en a beaucoup moins, hein. Déjà, ne serait-ce que là, on doit être à 200-300 bitcoins, entre 66 et la zone actuelle. C'est-à-dire que des ordres se faxent en bas, mais des ordres se faxent en haut ici. Beaucoup de bitcoins qui ont changé de main à la vente ici sur toute cette zone-là. Encore une fois, c'est assez logique que des gens qui ont investi sur la zone des 15 000 prennent du profit actuellement. C'est ce qui crée tout simplement cette fameuse résistance sur l'ATH. On a eu hier le COT, donc le Commitment of Traders sur le CME, vous voyez qu'il date du 5 mars. Donc il a déjà 4 jours, hein, c'est un petit peu daté cette histoire, malheureusement. On n'a pas les datas en temps réel, ce qui est vraiment dommage, mais je pense que certains les ont, mais nous on les a pas. Et en gros, on a quand même des institutions qui sont principalement toujours en long, d'accord? Donc on a vraiment les institutions qui sont en long. On a des dealers, donc des market makers, on va dire, des brokers, qui accusent le coup, puisque eux, ils sont en train d'accumuler du short en face, et on a de l'argent leveragé qui est plutôt en short. En général, dans une tendance haussière saine, on va dire que les institutions vont être payées, c'est-à-dire que le prix va aller dans leur sens, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Cela dit, ça date de 4 jours l'histoire là, hein, et depuis on n'a pas eu nécessairement, encore une fois, du gros mouvement. Alors le 5 mars, est-ce qu'on avait fait le mouvement au 60K ? C'était pile poil le jour. Donc on a probablement ici, en tout cas sur la fin de session, alors j'ai pas l'info de savoir si c'est en fin de journée ou en début de journée que se crée l'info qu'on regardait là. J'ai pas cette info là, j'ai pas l'info de l'heure, je pense pas qu'on l'ait. Parce que c'est justement le 5 mars où il y a eu quand même une grosse journée là-dessus. J'ai pas cette info, malheureusement je ne l'ai pas. Là, on voit la charte. Visiblement, ça prendrait quand même plutôt en compte ce fameux mardi et la journée du fameux mardi. En tout cas, de ce qui nous est dit, puisqu'on voit la bougie et on voit ici ce qu'il se passe. Donc, j'aurais tendance à dire que peut-être que les institutions ont longué ce dip au 60K et que ce qui s'est fait morfler derrière, on va dire, c'est l'argent leveragé, les other repositories et les market makers qui sont toujours en train, bien sûr, d'accumuler ici du monde. L'argent en levier. On a pris les deux niveaux ici, qui étaient les niveaux short qu'on avait précédemment mis en avant. On a dû faire la vidéo par ici. J'ai un prix qui latéralise, un funding qui, en tout cas au moins jusque-là, latéralise. Ici on liquide du short, donc j'ai rien d'anormal. Par contre j'ai une belle poussée de l'open interest sur cette montée-là, ce qui veut dire que j'avais du long qui était rentré, mais vous voyez que en termes d'open interest, on a tout de suite reset le mouvement, puisqu'on est redescendu ici. Ce qu'on peut dire après, derrière, c'est que ici, j'ai beaucoup de shorts qui rentrent là-dessus. Donc, ce que j'ai ici, c'est un niveau à venir prendre désormais ici. D'accord ? Et ensuite, j'ai une structure qui commence par descendre, ensuite latéralise. Ici, légère augmentation. Et là, sur le top, ça se suit pas mal. Donc, j'ai pas de grosses anomalies. Je considère pas vraiment que 66 est à prendre, même si... Non, pour moi, non. Pour moi, il n'y a pas de niveau là. Donc, on va enlever celui-ci, on va sauver ça. Attention, on a toujours le niveau des 63 sur lequel on a quelques longueurs qui sont garées. On pourrait aller prendre un bon paquet de liquidation. Et attention, l'open interest est encore fort. Il est encore à des niveaux de 11 milliards, ce qui sont des niveaux jamais atteints sur 2021. Les bulles de liquidité, eh bien... Le dip a été un peu longué ici, vous le voyez. Malgré le fait que le mouvement s'est fait de manière assez rapide, on voit qu'il y a quand même du monde qui est rentré sur ce dip là.
c'est pas énorme à ce stade, et vous le voyez, c'est intéressant parce que c'est là où j'ai rajouté à peu près mon point, je crois. Ouais, juste en dessous. Et là, on voit effectivement cette grosse position qui s'est ouverte ici en longue. Quand le trait est long ici sur la droite, ça veut dire que la position est grosse. Vous voyez que cette position, elle pèse à peu près 2 fois, ne serait-ce que ce qu'il y a dans cette petite boîte de liquidité là. Donc c'est pas juste, il y a un trait, c'est quelle est la quantité et la portée du trait. Donc possibilité de revenir au retest 69,8 déjà dans un premier temps. Après on va voir comment ça se met en place. Plus de long que de short, en tout cas sur les 5 derniers jours, c'est normal. Le prix est venu chercher du short, donc c'est relativement normal au travers de ce type d'action de prix, et ben, qu'on ait un cumulatif delta, je sais plus comment ça s'appelle. Cumulative Liquidation Level Delta. Et Ethereum, c'est un petit peu la même chose. On a une petite poche de liquidité en haut, là, qui est plutôt propre. Si je venais chercher quelque chose sur Ethereum, ça serait plutôt cette position. En fait, sous la structure, c'est-à-dire 3720. Est-ce que de 4000, il pourrait nous faire une petite correction sous la structure intermédiaire, là, à 3720, et peut-être même très légèrement au-dessous? La réponse est oui, plutôt 3007, on a touché 4000, perdre une petite dizaine de pourcents, pourquoi pas. Il peut tout à fait pousser en haut aussi, puisque effectivement il y a de la liquidité ici en haut. Ce qu'il faut regarder pour voir ce qu'il va faire, c'est tout simplement aller voir le funding sur Ethereum. Hier on avait mis en avant ce niveau là qui a été pris, hop, et j'ai pas beaucoup d'open interest en plus depuis qu'on avait mis ce niveau là, je sais plus où on avait fait la vidéo. Là, alors là, ça se suit, beaucoup de longues hein, sur ce niveau-là, c'est ce qu'on a pris. Derrière, donc ça corrige pas mal. Ici, avec ce dip et cette perte d'open interest, on pourrait se dire que le funding n'a pas suffisamment enfoncé. En tout cas, c'est peut-être une idée. Bon, alors il enfonce un peu derrière. Donc globalement, j'aurais tendance moi à tirer le point, le mettre ici, 3831, et plutôt le mettre en 1 pixel, puisque il est moindre. Ici, j'ai une structure qui monte, un funding qui descend, donc je suis shorté par ici. C'est le point qu'on a vu tout à l'heure, où on a dit, ah, il y a du short en haut un petit peu. Tac, ok, c'est tout à fait ce qu'on voit. Et puis ensuite, j'ai une structure qui descend, un funding qui monte, donc pour moi, il y a aussi un point de longue à venir chercher par ici. D'accord? Ça, c'est l'analyse sur funding, Bitcoin et Ethereum. On va recommencer à faire Ethereum un petit peu de temps en temps, je pense, ou en tout cas, pas forcément tous les jours, mais peut-être tous les 2-3 jours en ce qui concerne les marchés en levier. La liquidity map. Alors, on a nettoyé tout ce qui était en haut. Ensuite, on est revenu faire un tour sur la boîte du bas. Pour l'instant, elle n'a pas été prise parce qu'on n'avait pas besoin de faire beaucoup plus. C'est ce qu'on voyait ici sur le niveau. Attention, là, on est en train de créer de la liquidité intermédiaire entre 66 et 67. Ça peut venir les prendre. Et derrière, j'ai commencé à créer une boîte de liquidité autour des 71, des shorters qui sont dedans. Ce qu'on peut voir d'une manière générale, c'est qu'on a des longs qui prennent profit très tôt et des shorts qui restent en position. En tout cas, moi, c'est ce que je vois en ce moment. C'est-à-dire que les shorts visent beaucoup plus bas. Les longues visent pas beaucoup plus haut. Ils prennent profit assez rapidement, ce qui est plutôt une bonne chose ici pour éventuellement venir. Pourquoi je dis ça? Parce que là, vous le voyez, on est revenu sur un funding quasi neutre, 0,09. Remonté à 0,3 ensuite et redescendu à 0,2. En gros, on a quand même du short dans l'histoire, hein, il y en a. Donc, quand on regarde ici tout ça, il faut le tempérer par le funding qui est quasiment à la neutralité. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, cette poche est moins importante qu'elle n'en a l'air, et cette poche est peut-être plus importante en termes de valeur qu'elle n'en a l'air. Maintenant, si on corrigeait à 64, je ne serais pas choqué non plus, hein. Ça dépend ici du momentum, on va dire dans un sens ou dans un autre. Une mauvaise news, quelque chose qui permet d'y aller, va permettre au market maker d'aller prendre l'argent là où il est tout simplement. Ethereum, eh ben, on l'a vu sur les fundings, 0,05, c'est déjà un peu plus important en termes de longueur. Donc là, pour le coup, je serais pas étonné qu'Ether nous fasse une petite correction à 3007. C'est pas tellement que... ça serait pas choquant, voilà, ce serait pas choquant. Là, on est à combien? 3009. Ça serait pas choquant, il y a peut-être un trade à prendre d'ailleurs. Attention parce que c'est pareil, si BTC pousse, il va pousser avec, hein, donc voilà. En tout cas, c'est cohérent avec ce que je vous avais dit sur Ether BTC qui pourrait venir faire sa rotation partielle un tout petit peu plus bas. On va voir. Ensuite, la conclusion de cette vidéo, on va la faire sur la TF15 et peut-être la TF5. Pour le moment, bon bah voilà, on a eu ce joli essuie-glace. Malheureusement, cette boîte de liquidité qu'on avait mise ici a été prise. Et malheureusement, du coup, elle n'existe plus.
d'accord? Désormais, on se bat avec la liquidité qui est plus ou moins là-dedans. Ce qui va faire la différence, c'est le sentiment, c'est-à-dire, si je pousse ici à 71, par exemple, puisque j'ai des liquidations à prendre à 71, et ben est-ce que là, à nouveau, les shorters vont se présenter, et ainsi de suite. L'idée ici, c'est, encore une fois, pour moi, une structure larvée, avec peut-être des corrections plus importantes, hein, de ce type-là, mais une structure larvée qui continue à monter. J'en ai aucune certitude, mais c'est plutôt ce sur quoi je jouerai actuellement. Déleverager entièrement le marché, pour moi, ne se fera pas au moment où tout le monde l'attend. Quand je dis déleverager, c'est une correction de 30 et plus, d'accord? Ça se fera plutôt au moment où tout le monde est en train de dire qu'on a pris un gros chiffre rond. Alors c'est possible au 70, d'accord, mais ça sera au moment où les shorts capitulent un petit peu. C'est-à-dire que pour moi, d'ailleurs je vous engage, si vous avez des profits court terme à prendre, je vous engage à déjà mettre les ordres, parce que, en termes de psychologie, hein, on va dire, il y a plusieurs solutions là-dedans. Soit on monte comme ça, voilà, soit on fait vraiment une bougie des enfers qui nous emmène à pas 79, 80 par là. J'ai pas encore de niveau précis réellement en tête. Pour le moment, je me base sur des targets que j'ai, d'accord, pour me dire, bon, ok, c'est pas trop mal. Ensuite, si c'est une bougie des enfers comme ceci, vous allez avoir des alts qui vont toucher leurs profits, etc., etc., etc. Si vous avez des profits court terme à prendre, encore une fois, n'attendez pas avant de poser vos ordres et de ramener, si elles sont sur un cold wallet, vos alts sur des exchanges, parce que je pense que ça peut donner ça. Maintenant, j'irai plutôt, moi, dans le scénario, encore une fois, de quelque chose qui donne ça. Déleverager d'un coup comme ça, ça reste possible, hein, tout est possible, hein, en fait, encore une fois. Mais j'ai l'impression que tout le monde s'y attend tellement, là, pile à l'ATH, qu'il se pourrait que ça arrive plus tard. C'est de la pure psychologie et c'est purement de l'intuition. Donc, encore une fois, c'est plutôt les scénarios que moi je vais jouer, parce que c'est là qu'il y a une max pain. Hein, c'est quand... Je dirais pas 100 000. Je dirais pas 100 000 pour une correction, je dirais avant, personnellement. Je dirais quand tout le monde va crier aux 100 000. Voilà, c'est plutôt ça. Donc ça pourrait être 90, 88, 90, et ça pourrait être 80. C'est-à-dire, voilà, pour moi, voilà, c'est plutôt les deux scénarios ici privilégiés. Pour ensuite une correction plus importante, et je dirais de l'ordre d'une trentaine de pourcents. Alors à partir de 80-30%, je sais pas combien ça fait, mais ça fait quelque chose comme 24 000 $, je pense. En moins. Donc 56. Ouais, c'est ça, 55. Finalement, je trouve que ça aurait du sens, quoi, de construire à minima une petite correction dans ce sens-là. Je trouve. On verra quand on y est. Déjà, on n'est pas à 80. Déjà, on n'a pas corrigé, etc. Donc, on reste, bien entendu, dans une totale humilité. 56, si on y allait maintenant. 49. Vous voyez que maintenant, la daily qu'on avait perdue ici temporairement, et qui est plutôt la ligne qui est en train de s'accélérer, hein, en ce moment. L'idée, en ce moment, c'est de partir en parabole vers quelque chose, d'accord? Est-ce que c'est fini? Je ne sais pas. Mais cette ligne-là, qui pour moi est très importante, hein, qui est plus ou moins la... Alors, vous avez la violette ici, que je considère comme étant la pente de cette montée. La violette, elle est actuellement... On va la mettre un peu plus grosse. Désolé, ça va être un peu long, mais... Je réfléchis en même temps que je parle. Hop. Ça, c'est la pente du bull run. Vous voyez qu'elle colle pas trop mal, on va dire, avec la petite daily rouge que vous voyez là, que je vous avais déjà mis en plus gros, qui pour moi est très importante. Et vous vous rappelez que nous, on avait flippé littéralement bearish quand on était passé dessous. Ensuite, on avait dit, bon, quand on était à 38,5, on avait dit, je pense qu'on va revenir retester la daily, puis se faire rejeter. On avait ici pris ce long d'ailleurs. Et puis dans ces zones-là, on n'a pas eu le rejet. Hein. Finalement, on a réintégré. À partir du moment où on a réintégré, je suis passé très bullish parce qu'on avait toutes les infos que le bottom était là. D'accord? Donc c'est là qu'on a ensuite recommencé à prendre du long, etc. Donc en gros, la pente de ce mouvement, en gros ici, vous êtes, on va dire, en territoire FOMO. Ici, vous êtes en territoire panique. D'accord? Ça, c'est... Enfin, je pense que tout le monde le comprendra. On va oublier la rouge pour le moment, parce qu'elle est à peu près similaire à l'autre. Derrière, et vous voyez que comment j'aligne cette droite, tout simplement en prenant le début de ce mouvement. C'est-à-dire ici, voilà, on est bien. Là,
panique. Vous voyez d'ailleurs quand on la perd, ça accélère très fort. Derrière, on la réintègre très fort. Ici, en dessous, on hésite. En dessous, là-dessous, là, on hésite. Hein. Ensuite, on accélère très fort quand on la reprend. On la tient pendant un moment. Petit mouvement de panique, réintégration, gros mouvement de panique. Et ensuite, là, on repart en dès qu'on la réintègre également, ben, ça part un peu en FOMO. Donc, au-dessus, ça FOMO. En dessous, ça panique. D'accord, on est OK là-dessus. Et la pente de ce bull run, là, ici, qui pour moi est quelque chose est très important hein, à tenir, puisque ça remet en cause à chaque fois l'idée qu'à minima, on part par là-bas, quoi, voilà. Bah là, actuellement, elle est, si on faisait une grosse correction, elle serait autour des 51 000, ce qui correspond à peu près à cette conso, qui est la dernière conso en date. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que là, on est passé au-dessus, et on est venu corriger sous la structure quand on a pris 60. Ça, j'aime beaucoup. On a une belle imbalance ici. On a des belles imbalances de toute façon un peu partout. Le vrai node de volume profile, il est plutôt autour des 44. On a un node de volume profile ici aussi à 52. Et je fais exprès de ne pas intégrer tout ce qui s'est passé avant, parce que pour moi, voilà, ici, ce que je regarde, c'est la montée. Et puis, j'ai pas l'impression qu'on ait énormément de volume profile entre les deux. On va attendre que ça se mette à jour. Si ça se met à jour un jour, en fait. Ok, on va faire autrement. On va aller plus vite. On va faire comme ça. Fixed range, hop, on le met de là à là. Alors, globalement, on voit ici un node de volume profile à 43, le vrai support à 30 000, hein, finalement. Et comprenez bien ici que si jamais on vient à faire une correction de 50%, rebondir sur 30 000 et repartir, ça ne remet pas en cause la tendance haussière. Du tout. Ok ? Le creux principal, il est là. D'accord ? Ici, je fais ma tendance. 1, 2, 3, 4, 5, hop. Là, j'ai mon creux principal. En fait, maintenant, dorénavant, on va dire, j'ai une forme de creux à 38, mais il est possible que ça soit un creux intermédiaire. Ça ne remet pas en cause, tout simplement, ma weekly, juste parce que j'ai perdu ça. J'aurais tendance à dire que si on continue, ne serait-ce que sur la traîne la moins agressive de toutes, celle qui est en dessous de cette figure, eh bien, à ce moment-là, c'est autour des 35, quelque chose comme ça. Venir flusher sous 38, pourquoi pas. Maintenant... Même chose ici, et là on élabore les scénarios les plus bearish, hein, d'accord. Ici j'ai une belle imbalance, on l'a toujours dit, à 32 il y a quelque chose qui n'a jamais été retesté. Est-ce qu'on valide 38 comme retest des 32? Il y a encore un creux là-dedans. On le voit d'ailleurs très bien sur le volume profile, on le voit ici. Là-dedans, j'exclus pas vraiment la possibilité d'une perte de 50% sur BTC. Qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait vendre ceux qui commencent à vendre, c'est-à-dire que tout le monde se dit c'est terminé, etc. Rebond sur 30K et derrière, on repart finalement pour les 180-200 000. Maintenant, et derrière, on a quoi comme figure? On en a déjà pas mal parlé, mais là, pour le coup, l'épaule tête-épaule, elle est extrêmement parfaite, d'accord? Personnellement, j'évalue la zone de rejet à un petit peu plus haut. Je ne l'évalue pas. Actuellement. Mais il est possible que ça soit actuel. D'accord. Vous avez, je pense, d'ailleurs, des gens qui commencent à y penser, à se dire... Regardez. Est-ce que j'altère la structure pour autant, là-dedans? Non, on a tellement poussé que... Moins 50, on sort tous les leviers, même les x2. Moins 50, là, on a vraiment sorti tout le monde. Le recover se fait extrêmement rapidement. Alors après, je vous dis pas, il va falloir une news pour que ça soit le cas. Hein. Il va falloir quelque chose qui pique. Mais je n'exclus pas ce scénario-là, moi, de mon scope. Je le garde toujours comme une possibilité. Donc, scénario privilégié, parabole. Scénario alternatif, une belle correction comme ceci. On valide une tas séance ou épaule-tête-épaule ou ce genre de choses. On l'invalide si la baisse fait plus de 50% de tout ce qui s'est fait jusque-là. Concrètement, c'est pas qu'on l'invalide, mais c'est qu'on ne la considère plus comme étant dans les statistiques qu'on regarde quand on regarde des statistiques chartistes. On est monté à combien là? 74 à peu près. 50%, ça nous met où? Je l'ai mal mis.
50%, ça nous met à 33. 50%, ça nous met à 33. Alors, l'avantage, ici, là-dedans, c'est que si on prend en compte... Pareil, on va forcir un peu le trait, mais pour bien que les gens la voient. Si on prend en compte cette trend-là comme étant possiblement retestée... J'ai eu un bug, j'ai fait une petite sieste. Hop, juste là. Et on va lui mettre un 2 pixels aussi. Cette trend-là comme étant possiblement retestée, eh bien... ouais... Pas se faire en une journée non plus, mais voilà, ouais, la zone... soit retester 38, qui est désormais devenu un support intéressant. Alors attention, parce qu'il faudra, à ce stade-là, du coup, péter quand même des endroits où il y a eu du volume. Hein, notamment tout ça. Tout cet élargissement symétrique, là on en avait parlé de sommet, qui a magnifiquement cassé en haut et qui a une target autour des 72. Et ça nous donnerait derrière une structure 1, 2, 3 à 72, 4 retour sur 38, 5, 40, admettons, et une 5 pour le bull run. Ok. 5 pour le bull run, et après si vous voulez une temporalité, on peut essayer, hein, mais bon là on est quand même vraiment en train de mettre la charia avant l'hébreu. 72 on a dit. Ouais, 100 000 en juillet 2024. Enfin là, même, ça n'a pas de sens, même réellement. Mais prenons déjà ne serait-ce que... On va y arriver. Prenons ne serait-ce que la pente de ce mouvement. Hein, encore une fois, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici. La liane autour de laquelle le prix s'enroule. Le moment où finalement elle touche 100 000, ça nous emmène en décembre de cette année. Et prenons également un petit peu plus loin. Toujours en fonction de la liane ici, comme je vous l'ai dit, du prix. Le moment où on toucherait mes targets personnels. Mes targets personnels, elles sont entre 130, donc mars 2025, et 240 000 $. Octobre 2025. Donc ça reste cohérent. Ce que je veux dire par là, je ne dis pas nécessairement qu'on va venir ici. C'est une possibilité, mais elle n'est pas forcément écrite. Mais je dis que si on veut aller là-bas, dans ces zones-là, à horizon fin 2025, il va falloir qu'on tienne plus ou moins la droite que je vous montre. Ok ? Voilà les amis, vidéo d'1 heure. Je pensais vraiment tenir 20 minutes aujourd'hui. Et encore une fois, je suis un moulin à parole, hein, tout simplement. C'est un peu ça mon souci. C'est que, voilà, je parle beaucoup. Mais en tout cas, vrai support à 38, support retest à faire à 32, support ultime à 25. Pour moi, c'est mon avis, hein. Après voilà, pour moi la correction elle sera un petit peu plus haut. Alors j'ai peut-être un biais parce que j'ai des trades dans ce sens, hein. Ça c'est possible bien évidemment. Mais aussi, bon, c'est ce qu'on voit un peu dans les tendances. Pour le moment, il y a un très bon momentum de partout, donc pourquoi nécessairement s'en priver. Dans tous les cas, voilà, gardez sous les yeux un petit peu toutes ces trends, toutes ces choses-là, etc. Je trouve que c'est intéressant. Et puis, voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de... J'ai pas d'idée. Aujourd'hui, on va parler de... Tiens, produit bancaire, est-ce que vous êtes... Mais j'ai peut-être déjà posé cette question. Est-ce que vous avez des PEA, ce genre de choses? Est-ce que vous êtes positionné sur des produits bancaires autres que le livret A, etc. Ça m'intéresse de savoir si les gens en crypto ont déjà plus ou moins soit une éducation financière, soit un capital de départ même, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà cette idée d'utiliser des produits bancaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.